Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'édition 2022 de Liège-Bastogne-Liège. Dans un premier temps, on parlera de la course masculine et on parlera également de la course féminine dans un deuxième temps dans cette vidéo. Et puis, on parlera du programme télé, du parcours, des favoris également dans ces deux courses. C'est la 6e édition de la course féminine, c'est la 108e édition de la doyenne des classiques, parce que je rappelle que c'est la plus ancienne, 1886 de tête pour la première édition de Liège-Bastogne-Liège. On va même vérifier ça. Je crois que c'est 1886. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu également. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de savoir si la vidéo elle vous a plu ou non. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, ça je l'ai déjà dit, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. C'est 1892, je me suis un petit peu avancé sur 1886 pour la première édition de Liège-Bastogne-Liège. Donc, 1892 pour la première édition. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, on est à plus de 1150 abonnés ce matin. Là, ça commence à monter très très vite. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sont sur la chaîne. Et je vous remercie déjà de vous être abonné à cette chaîne. C'est très important pour la visibilité des vidéos. Liège-Bastogne-Liège, la plus ancienne des classiques. Bon, qui est encore couru aujourd'hui, hein, ça c'est clair et net. La doyenne, course difficile. La particularité de Liège, c'est que c'est long. Déjà, c'est quand même 257 km, très vallonné. Cette année, en dénivelé positif, on est sur du plus de 3000 mètres, on est sur 4342 mètres de dénivelé positif, ce qui correspond à une grosse étape de montagne du Tour de France. Donc vous voyez, c'est très compliqué pour le dénivelé positif. La deuxième partie de course, c'est très difficile, c'est-à-dire qu'après qu'on ait passé Bastogne, ça devient très dur. Les 100 derniers kilomètres sont vraiment difficiles. Ça ne s'arrête jamais dans les 100 derniers kilomètres. Et c'est une course qui est compliquée parce que elle est exigeante physiquement. Ça va se faire à la pédale. Le mec qui gagne Liège, il est très fort. Alors maintenant, c'est peut-être plus forcément le plus fort comme du côté de la Côte de Hans. Et encore, à la Côte de Hans, c'était pas toujours le plus fort, c'était celui qui allait le plus vite. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce qui fait que dans le final, forcément, l'écrémage se fait assez naturellement dans le peloton avec 4300 mètres de dénivelé positif. Et en plus, comme on a ce dénivelé positif-là important, eh bien, elle convient à beaucoup de types de coureurs. C'est-à-dire qu'elle ne convient pas seulement aux punchers. On aurait tendance à dire, Liège, c'est une ardennaise, donc ça convient forcément qu'aux punchers. Sauf que c'est pas le Mur de Huy, c'est pas le Cauberg non plus du côté de l'Amstel Gold Race. La Liège-Bastogne-Liège, ça correspond également très bien aux grimpeurs. Pourquoi? Le kilométrage. C'est aussi une course où vous pouvez tenter de vous isoler de loin. Ça a déjà été fait dans les dernières années, de tenter d'attaquer et de partir, d'anticiper un petit peu la course. Surtout que maintenant, il faut anticiper parce que l'arrivée est plutôt sur du plat. Donc, elle convient à beaucoup de types de coureurs. Les grimpeurs, souvent, s'en sortent très bien à Liège, contrairement à d'autres classiques. Alors, mon rapport à cette course, parce que vous avez bien aimé sur Paris-Roubaix, donc je vais le refaire avec Liège-Bastogne-Liège. Mon rapport avec Liège-Bastogne-Liège, il est assez particulier parce que c'est une course que j'ai regardée assez jeune. Moi, j'ai connu, si je regarde le palmarès, parce que des fois, c'est en regardant le palmarès que je me remémore des trucs. Moi, j'ai connu Di Luca, oui. La deuxième victoire de Vinokourov aussi, ça c'est sûr. Mais je me souviens même de Rebellin en 2004. Alors Vinokourov 2005, je m'en souviens pas. Avec Jens Voigt, j'aurais dû m'en souvenir. Donc je pense que je l'ai pas vu. Mais Rebellin, oui, avec Bougert. Ça, je m'en souviens. Je me souviens de la première de Valverde. Je me souviens également de Dan Martin. Ça, oui, très bien. Wout Poels aussi sous la neige. Parce que conditions extrêmes l'année où Wout Poels s'impose. Jungels, petite particularité pour Bob Jungels, j'ai appris la victoire de Bob Jungels en écoutant RMC. Parce qu'à l'époque, je prenais le train
pour mes études. Donc voilà, j'ai eu la fin de course dans la radio. Fugelsang, oui, la roue qui chasse dans le final, ça on s'en souvient tous. Donc j'ai des souvenirs, mais pourtant c'était une course que j'appréciais pas énormément. Liège, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. En fait, j'ai compris l'intérêt de Liège quand on a arrêté d'arriver à la côte de Hans. Parce que c'est vrai que la côte de Hans, alors pour ceux qui s'en souviennent de l'arrivée de la côte de Hans, c'était l'arrivée la plus glauque, je pense, de toute l'histoire. C'est comme si on avait fait une arrivée dans les 3000 à Sevran, dans la cité des 3000. C'était juste d'une tristitude extrême. Liège, enfin l'arrivée en haut de la côte de Hans. Et puis ça. C'était l'époque aussi où moi j'ai commencé à regarder les Ardennaises, à une époque où les Ardennaises n'étaient plus forcément une priorité pour beaucoup de coureurs. C'est-à-dire que il y avait peu de coureurs qui faisaient des Ardennaises un gros objectif de la saison. 2003-2004, vous aviez des mecs, Rebellin et tout ça, ils allaient aux Ardennaises, mais ensuite ils faisaient le Giro, souvent, dans la foulée. C'est arrivé assez tardivement que des mecs, que beaucoup plus de coureurs et comme objectif les Ardennaises. Et ce qui fait que les Ardennaises étaient des courses, c'était pas les plus grandes classiques de l'année, moi à l'époque. Alors on disait qu'il y avait un historique, moi je comprenais pas à l'époque, je m'intéressais pas au cyclisme d'avant les années 2000, tu vois. Moi je regardais quand j'avais 5 ans, enfin 6 ans, 7 ans, je m'intéressais pas trop à l'histoire du cyclisme. Et Liège-Bastogne-Liège, je comprenais pas pourquoi on faisait tout un pataquès de cette course alors que c'était pas hyper fun à regarder, qu'il se passait pas grand chose. On parlait de la côte de la Redoute, mais je comprenais pas pourquoi on faisait autant de choses sur la côte de la Redoute alors que moi à chaque fois que je regardais il se passait rien à la côte de la Redoute. Et puis c'est dans le temps où j'ai appris à comprendre et à apprécier cette course. Quand elle est partie de la côte de Hans aussi. Quand on est arrivé dans Liège, je trouve que le parcours, ça a vraiment été un bienfait pour le parcours. Mais même un peu avant, j'avais commencé à comprendre tout le côté historique de cette course et l'intérêt de cette course au niveau de la manière de courir et de la difficulté. Et pendant très longtemps, je comprenais pas pourquoi on faisait tout un truc comme ça de cette course. C'était un peu mon problème avec Liège-Bastogne-Liège. Moi, faut quand même rappeler que moi, j'ai commencé à regarder les Ardennaises. On était sur des parcours qui étaient très stéréotypés, c'est-à-dire que les Ardennaises, elles couraient toutes de la même manière. C'était toutes sur le schéma du mur de Huy, c'est-à-dire d'une course de côte, parce qu'il y avait le Cauberg pour l'Amstel, on arrivait en haut du Cauberg, et il y avait la côte de Hans, pardon, pour Liège. Donc ça se courait presque tout le temps de la même manière, c'est-à-dire que vous aviez un peloton énorme au pied de la côte de Hans, et la course commençait à se décanter un peu dans la côte de Hans. Moi, j'ai connu également seulement la côte de Hans sèche. C'est-à-dire, j'ai connu l'époque où on n'allait pas sur la côte, je sais plus comment elle s'appelait, qui était dans Liège, dans le quartier italien de Liège, là où vous avez les fameuses discussions entre Vinokourov et Koloknev. Et bon, il y a des années quand même à Liège. Moi, je me souviens d'une année où il y avait 40 coureurs au pied dans les 5 derniers kilomètres. Plus de 40 coureurs qui étaient aux avant-postes. Donc voilà, maintenant la course est devenue beaucoup plus intéressante. On va présenter le parcours masculin. On va faire les garçons en premier, les filles un peu derrière. Du côté de la présentation de la course masculine dans cette édition 2022, 257 km, 500 précisément, entre Liège et Liège. Vous allez me dire, c'est Lyon pour faire un aller-retour. Liège-Bastogne, Liège. La première partie de course est extrêmement difficile. Je le dis toujours, Bastogne, ça c'est 100 km de course. À ce moment-là, l'échappée sera partie. L'échappée, normalement, on met pas beaucoup de temps à sortir sur Liège. Et la course n'est pas très intéressante à partir de Bastogne. Il faudra même attendre un petit peu avant que la course soit intéressante. Je dirais, il y a la côte de Saint-Roch. Parfois, il commence à se passer des choses. Moi, je pense que c'est surtout à partir du pied de la côte, du côté de Vielsalm, je prononce très mal, au kilomètre 157,5, où là, on est à 100 bornes de l'arrivée, et c'est à partir de là où Liège prend vraiment tout son sens. Parce que on va enchaîner beaucoup de difficultés en très peu de temps, et il y aura peu de repos, c'est-à-dire que ça va faire montée descendante. Les côtes de Liège sont plus longues que les côtes que les côtes de la Flèche Wallonne et que de l'Amstel. C'est des côtes qui peuvent parfois dépasser les 3 km, 4 km. Donc on est sur des temps d'effort qui sont un petit peu différents et un peu moins pentus par contre que du côté de l'Amstel ou que le mur de Huy.
Donc on aura la côte de la Roche en Ardennes sur la première partie de parcours, 2 km 7 à 5,7 de moyenne, et la côte de Saint-Roch, 1 km à 9,9. Ça va commencer avec la côte de Mont-le-Soie, qui sera au kilomètre 168, donc à 90 km de l'arrivée, 1 km 7 à 5,4%. Vous avez ensuite la côte de Vannes, 3 km 5 à 5% de moyenne, qui sera au kilomètre 176, la côte de Vannes, qui est irrégulière. Je dirais que c'est une mini côte de la Redoute. Le passage le plus dur étant au sommet avec 500 mètres à 13,7%. Puis ensuite, on enchaîne avec la côte de Stoqueux assez mythique, 1 km, 12,6% de moyenne. C'est tout le temps dur, la côte de Stoqueux, donc c'est vraiment les 200 derniers mètres sont très compliqués à 17,7%. Souvent aussi, c'est la particularité des difficultés de Liège-Bastogne-Liège, le sommet est très dur. Le sommet est souvent là où il y a le plus de pentes. Ensuite, après cette côte de Stoqueux qui sera au kilomètre 182, c'est-à-dire à 70 km, un peu plus de 70 km de l'arrivée. On enchaîne avec la côte de la Haute-Levée qui n'est pas la plus dure, 2 km 2 à 7,1%. On redescend vers le col du Rosier qui est la montée la plus longue. Col du Rosier, c'est 4 km 4 et c'est à 56 km de l'arrivée. On passe après dans une longue descente, on arrive à Spo, connu pour son circuit de Formule 1 avec Francorchamps. Et ensuite, on a au kilomètre 214,5 la côte de Desniers, 1 km 6 à 7,5% de moyenne. Donc la côte de Desniers, c'est la côte avant la côte de la Redoute. Parfois, il y a eu des tentatives, c'est 1 km 6, 7,4%. C'est assez régulier pour une difficulté de ce type. Et puis ensuite, on a les deux dernières difficultés du jour qui sont souvent celles qui font le plus peur. Avec la côte de la Redoute, 2 km à 8,6%, particularité de la côte de la Redoute, deux particularités à la côte de la Redoute. Côte de la Redoute, première particularité, la route est étroite. Le pied n'est pas très compliqué à la côte de la Redoute. Le pied est très roulant, les 500 premiers mètres c'est très roulant. Par contre, ensuite, vous avez un mur comme ça qui se dresse devant vous, qui fait extrêmement mal. Côte de la Redoute, c'est pas large, donc il faut se placer avant. Il y a un petit sprint avant la côte de la Redoute. Parce que l'approche, ça ressemble un petit peu à un mont pavé la côte de la Redoute, c'est-à-dire que le kilomètre et demi, 2 km avant, déjà la route est resserrée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai sprint avant, et ensuite on a l'impression que la course s'arrête, que voilà, tout le monde a sa position bien cadenassée, et ensuite ça commence à sortir dans les pourcentages les plus compliqués la côte de la Redoute. Deuxième particularité de la côte de la Redoute, c'est Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, il a son fan club en haut de la côte de la Redoute. Dernière apparition de Philippe Gilbert, normalement sur Liège-Bastogne-Liège. Autant vous dire que du côté de la côte de la Redoute, ça va être la fiesta du côté de Philippe Gilbert, qui habite au pied, la commune qui est au pied de la côte de la Redoute. La commune qui est au pied, c'est la commune de Verviers. Voilà, pour Philippe Gilbert, qui s'est imposé sur cette course en 2011. Et puis ensuite, on descend vers la côte de la Roche au Faucon, 1 km 3 à 10,5% de moyenne. Cette difficulté, elle est dure parce que déjà, on commence à l'arrêt. Il y a un virage très lent. Et ensuite, c'est une ligne droite sur une route très large. C'est une route qui est vraiment très très large, la côte de la Roche au Faucon. Et c'est la dernière difficulté du jour, donc ça attaque souvent de toutes parts dans cette difficulté. Et après la côte de Rochefaucon, ça descend pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, 2-3 km encore un petit peu en bosse après la côte de la Rochefaucon. Et puis ensuite, on descend vers Liège sur des routes assez larges. Et dans le final, on rentre dans Liège. Faire attention, il y a un virage à 800 mètres, virage en angle droit. Et puis ensuite, le sprint se fait sur une belle ligne droite de 800 mètres. Donc normalement, pas trop de soucis. Du côté de cette arrivée à Liège, il y a une belle largeur. Mais il ne faut pas se rater au virage. Souvenez-vous de Julien Alaphilippe, l'année où Roglic s'impose. On passe à la météo. La météo, donc nuageux, 13 à 16 degrés. Avec du vent de 3/4 face sur le retour. Donc à partir de Bastionne, sur la deuxième partie de course, il y aura du vent de 3/4 face avec 20 à 40 km/h. Ça pourrait gêner des offensives, ce vent de 3/4.
Du côté du palmarès de la course masculine, eh bien, les plus grands se sont imposés sur cette course. Je pense notamment à Bernard Hinault, 77, c'est sa première grande victoire, Liège-Bastogne-Liège. On se souvient également de sa victoire en 80 sous la neige. On a également, parmi les grands vainqueurs, nous avons Valverde qui s'est imposé ici à 4 reprises. Nous avons Pogačar l'année dernière devant Alaphilippe et Gaudu, Primoz Roglic devant Marc Hirschi et Tadej Pogačar, Wout Poels sous des conditions difficiles en 2016. Il y a également Dan Martin en 2013. Il y a également Vinokourov Koloknev, cette fameuse grande affaire en 2010. On ne sait toujours pas s'il y a eu une entente ou pas, on est quasiment sûr, mais du côté de la justice, c'est toujours en cours qu'il y a eu une entente entre Vinokourov et Koloknev pour savoir lequel des deux aurait la victoire, et Vinokourov aurait payé Koloknev pour obtenir cette victoire. Ils étaient partis de loin cette année-là, Vinokourov et Koloknev. Paolo Bettini en 2000. Également, il y a eu des dopés dans les vainqueurs que je cite, Danilo De Luca, Tyler Hamilton, Rebellin, également. Il y a eu également Frank Vandenbroek qui a gagné en 99. Laurent Jalabert, lui, ne s'est jamais imposé, 2 fois deuxième, en 97 et 96. Adrie Van Der Poel également a gagné. Et donc le dernier vainqueur français, c'est Bernard Hinault, c'est 80, ça commence à dater un petit peu. Et le dernier français sur un podium, c'était donc Laurent Jalabert en 98. Parmi Eddy Merckx s'est imposé également à plusieurs reprises sur cette course. Jacques Anquetil en 66 également a remporté Liège. Camille Danguillaume en 49. Et puis André Trousselier en 1908, où le parcours a vraiment fait vraiment Liège-Bastogne-Liège, parce qu'avant il y avait on passait à Spa. Je crois que c'était pas vraiment Liège-Bastogne-Liège à l'époque. Jean Robic a fait 3e en 52. Enfin voilà, il y a des grands noms. Raymond Polidor a fait 3e en 68 derrière Walter Godefroy et Valère Van Zivelt. Donc voilà, Bernard Thévenet également 2e en 75 derrière Eddy Merckx, le grand Eddy. On passe désormais, après ce grand moment du côté du palmarès, aux équipes engagées. Du côté des équipes engagées chez les garçons, nous avons AG2R, Astana Bahreïn, Bora, Cofidis, EF, Groupama, Ineos, Intermarché, Israël Jumbo Lotto, Movistar, Quickstep, Bike Exchange, DSM, Trek, UAE, Alpecin, plus Arkea Total. Et les 4 équipes vraiment invitées sont Bingol, Powell, Sauce, Wallonie-Bruxelles, Équipe Océan Pharma, Sport, Flanderen Baloise et Uno X chez les garçons. Parmi mes favoris, je rappelle que j'enregistre, nous sommes samedi, il est 11h34, c'est la start list qui était là à 11h. Voilà, pour vous faire un topo. Du côté des favoris, j'ai mis Dylan. Alors, bien entendu, je vous fais le petit message pour les paris sportifs. Les paris sportifs, leur objectif, c'est que vous perdiez de l'argent pour qu'ils gagnent, eux, de l'argent. Donc, faites très attention, mettez pas vous toutes vos économies dans les paris sportifs. Et n'oubliez jamais que leur objectif est que vous perdiez de l'argent. Parce que sinon, s'ils donnent de l'argent à tout le monde, eux, ils gagnent jamais. Donc, l'objectif est que vous soyez accro et qu'au bout d'un moment, vous perdiez de l'argent. Ça me fait marrer même quand je vois ces PMU. Je sais plus, enfin c'est Parion Sport qui fait maintenant on met des grilles, on met des systèmes pour contrôler votre addiction. Mais leur objectif c'est que vous soyez addict. Si vous pariez une fois tous les 36 du mois, ça leur plaît pas. Voilà, c'est comme si une entreprise, un cigarettier disait j'ai créé une application pour gérer votre consommation. Ils ont un petit peu fait ça en passant parce que la cigarette électronique, il faut le savoir, a été créée par Philip Morris. Donc il n'y avait absolument pas l'intérêt que ça soit bon pour la santé, la cigarette électronique. L'intérêt, c'était de faire un produit qui soit considéré comme moins terrible pour la santé. Mais l'objectif, c'est que vous restiez addict et vous continuez à payer très cher. Et que vous continuez à être addict surtout à la nicotine. Du côté des favoris, je commence avec donc Dylan Teuns. Bien entendu, il a remporté la Flèche Wallonne. Il a une équipe qui sera en plus renforcée sur cette course parce qu'on a Landa
qui a quand même été bon, plus Woodpulse, Maury, Jack Egg, Buitrago également, qui était sur le Tour des Alpes, qui a fait un gros travail, et d'équipier, et Zambanini. Donc il a une sacrée équipe autour de lui, Dylan Teuns. Hein, donc il faudra faire attention, bien entendu, aux coureurs de la Bahreïn. Même si c'est jamais facile d'enchaîner les deux. Hein. D'enchaîner à la fois le mur de Huy, enfin la Flèche Wallonne, et Liège-Bastogne-Liège, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai mis Vlasov. Il m'a fait une belle impression sur la Flèche Wallonne. J'ai même dit une bêtise, parce qu'on me l'a corrigé dans les commentaires. J'avais dit que c'était la première fois, que c'était pas la première fois qu'il allait sur la Flèche Wallonne, c'était la première fois qu'il allait sur la Flèche Wallonne. J'ai pas vérifié parce qu'il me semblait qu'à 25 ou 26 ans, il l'avait déjà fait, mais non, il l'avait jamais fait. Donc, je me corrige. Bora Hansgrohe, donc pour Vlasov, là aussi une belle équipe autour de lui. Guita, Kelderman, Genley. Il y aura du monde pour l'entourer. Et vu comment il a été impressionnant dans le mur de Huy, dans les pourcentages importants, il est capable peut-être de faire la différence dans la côte de la Redoute. Parmi les autres coureurs favoris, j'ai mis Julien Alaphilippe. Alors déjà, on a mis Van Wilder, Van Sevenant, Evenepoel, Peter Serry, Tim de Klerk, Vervaeke. Il aura peut-être moins de pression sur Liège. Il l'a dit en interview après la Flèche Wallonne qu'il avait beaucoup de pression et qu'il n'avait pas couru détendu sur la Flèche Wallonne. Donc peut-être que ça sera le cas sur Liège. Et alors ça m'a fait marrer parce qu'il y a des gens qui m'ont mis dans les commentaires, mais il est fini Alaphilippe. Voilà, le poids des ans. Et Coco, il a 29 ans, Julien Alaphilippe. Enfin, si quand tu fais 4e au mur de Huy, t'es fini, je peux te dire que Sagan, faut qu'il prenne sa retraite, hein. Parce que, faut quand même un peu déconner, faut pas déconner, quoi. Vraiment, le mec à 29 ans, oui, il est peut-être un peu moins bon, mais il est loin d'être fini, Julien. J'adore les gens qui réagissent comme ça. Dès qu'il y a un mauvais résultat, bam, le mec est terminé. Non, ça se passe pas comme ça dans le sport. Demandez notamment à Thibaut Pinot et à Romain Bardet, qu'on a mis comme fini pendant très longtemps, ou Mark Cavendish aussi. Et il y en a d'autres comme ça, qu'on a dit qu'ils étaient finis, et puis ils sont bien revenus ensuite. Ils ont eu un second souffle dans leur carrière. Je poursuis avec les favoris. J'ai mis Alejandro Valverde. Valverde, deuxième en haut du mur de Huy. Là, c'est un peu moins fort en pourcentage. Malgré tout, je pense qu'il faudra qu'il s'isole, Valverde, pour réussir à faire la différence. Parce qu'on a vu l'année dernière au sprint, là c'est un sprint sur le plat, il n'est plus en capacité de battre grand monde sur un sprint sur le plat. Par contre, dans les côtes, il est toujours aussi fort, mais il faudra qu'il s'isole. Belle équipe autour de lui, notamment Enric Mas qui a fait un gros travail sur la Flèche Wallonne, Mühlberger, Lascano, Verona, Luis Mas, Izaguirre. Donc c'est une belle formation. Les coureurs à suivre, moi j'ai mis Romain Bardet qui arrive du Tour des Alpes. Il a été très fort hier sur l'étape de Linz dans les forts pourcentages. Donc il est capable d'être performant sur cette course. Ça sera le leader. Du côté de la DSM, j'ai mis également Marc Hirschi. Déjà Pogacar, on ne sait pas s'il sera au départ de la course parce que je rappelle enterrement de sa belle-mère. Donc ça peut permettre à Hirschi peut-être de se retrouver leader. Hirschi, il a bien dit, il n'est pas encore au top de sa condition physique. Il s'est fait opérer de la hanche, Marc Hirschi, et il a dit il faudra peut-être attendre 1 an avant que je sois régulier. Malgré tout, le Marc Hirschi performant du moment quand il est dans un bon jour, il est costaud et il est solide, Marc Hirschi, et il sera peut-être pas autant observé qu'à une époque. J'ai mis également Cosnefroy. Pourquoi Cosnefroy ? Parce que très bon coureur qui a été fort sur l'Amstel. Je pense que le mur de Huy était un problème de placement principalement, et puis il a une belle équipe autour. Enfin, il a une équipe quand même intéressante autour, même s'ils sont plus des coureurs qui sont forcément hyper performants. C'est vrai qu'il manque peut-être un top équipier autour de Benoît Cosnefroy, parce que Jungel c'est plus trop ça, et Paré-Pinte c'est encore jeune comme la Pera, et Cherel c'est commence à être vieux, et puis Godon c'est pas suffisant me semble-t-il. Et puis j'ai mis également Martinez, Daniel Felipe Martinez. Il y aura un peu moins de gros pourcentage, donc il faudra se méfier du Colombien me semble-t-il, qui est capable d'être très performant. On passe à la course des filles. Je vous présente rapidement le parcours féminin qui est en fait en grande partie le même que le parcours masculin, donc 142 km. On part de Bastogne pour aller à Liège. La
La différence, en fait, elle se fait avant Vierzalm. C'est surtout à partir de Vierzalm où le parcours voilà, est vraiment le même avec toutes les mêmes difficultés. La côte de Mont-le-Soie, côte de Vannes, côte de la Haute-Levée, col du Rosier, col du Desnier, côte de la Redoute, côte de la Roche-au-Faucon. Donc, comme on en a déjà parlé avant, je ne vais pas refaire tout un pataquès sur le parcours féminin. 142 km, c'est quand même un peu mieux que Paris-Roubaix en termes de kilométrage, même si il me manque encore au moins 30-40 km, quoi. J'ai toujours ce même problème avec le cyclisme féminin. Du côté de la météo, on aura le même problème devant. La température sera plus fraîche car la course part le matin. Donc on sera plutôt entre 9 et 12 degrés du côté de la température. Et un temps toujours nuageux sur la course féminine. Du côté du palmarès de cette course féminine, eh bien c'est la 6e édition. Sur les 5 éditions précédentes, c'est que des tops qui se sont imposés. Van der Breggen lors des 2 premières années. Ensuite Van Vleuten, Denyan, Vollering. Donc c'est que des tops concurrentes. Et quand vous regardez le podium même, le podium c'est que des cracks. C'est-à-dire que dans les filles dont je n'ai pas dit le nom qui sont montées sur le podium, on a Grace Brown, on a Longo Borghini, Van Dijk, Spratt, Flortier, Mackay et Nevia Doma. Donc que des filles qui ont un beau palmarès. Donc c'est vraiment la course des costauds pour les filles. C'est vraiment une course très importante dans le calendrier féminin. Du côté des équipes présentes au départ, nous avons les 14 du World Tour, plus des équipes invitées de 2e division. Donc parmi les équipes présentes, nous avons la FDJ Nouvelle-Aquitaine, Bingoal Casino, Chevalmer, Van Eyck Sport. Nous avons la team Jumbo-Visma, Roland Cogueas, Edelvas, Squad, Planture Pura, Uno X Pro Cycling Team, DSM, Woman Power Red Earth, UAE, Team ADQ, Live Racing Extra, Lotto Soudal Ladies, Trek Segafredo, Team Bike Exchange Co, Movistar, Canyon SRAM Racing, SD Works, EF Education, Tipco, SVB, Valcar Travel Service, Parc Hotel Valkenburg, Le Col Wahoo, Arkea Pro Cycling Team, Cofidis Woman Team, Bipink et Andy Schleck, CP, NVST, IMO, Loche. C'est vraiment un exercice d'articulation les équipes féminines parce qu'elles ont souvent des gros co-sponsors. C'est très dur à prononcer. Parmi les favorites du côté des filles, j'ai mis bien entendu Marta Cavalli. Elle a remporté l'Amstel, elle a remporté la Flèche Wallonne. Est-ce qu'elle sera en capacité de faire le triptyque des Ardennaises? Il manque que Liège. Sur la Flèche Wallonne, elle a quand même été impressionnante de maîtrise dans le mur de Huy. Sur l'Amstel, elle était également très forte dans les montées difficiles. Là, faudra voir, mais elle fait partie des favorites. Mais elle aura la pancarte. C'est pas toujours facile de courir avec la pancarte. Autre fille favorite, j'ai mis Van Vleuten. Impressionnante en haut du mur de Huy, qui pourtant une difficulté qui ne correspond pas trop à ses qualités. Elle a une équipe solide autour d'elle, notamment Arlenis Sierra, Sarah Martin, Jelena Erich, Catherine Harlerund, Paula Andrea Patigno même. Donc Van Vleuten, elle est très bien entourée et je peux vous dire qu'Arlenis Sierra, elle a fait un sacré boulot dans le final dans le pied du mur de Huy mercredi. Donc si elle a la même condition physique, ça sera une coéquipière solide pour Van Vleuten et je pense que la Flèche Wallonne correspond peut-être un peu plus à ses qualités car elle est en capacité de s'isoler. On sait que c'est pas la plus rapide au sprint. Van Vleuten. Et puis je termine avec Demi Vollering. Elle est tellement polyvalente que c'est difficile de jamais la mettre en favorite. Demi Vollering. Grosse équipe avec Ashley Moolman, Chantal Black, Vandenbroek, c'est plutôt Vandenbroek Black, Marlène Reusser, Bianca Vass, celle qui fait du cyclocross, et Niam Fisher Black. Donc équipe solide, SD Works, ils sont peut-être un peu plantés sur le pied du mur de Huy, ils vont pas se planter 150 fois, c'est une équipe d'expérience, c'est une équipe qui sait vraiment faire le job. On aura également, parmi les coureuses à suivre, j'ai mis Mavi Garcia. Il faut toujours se méfier de Mavi Garcia. Elle est en capacité de faire un très grand résultat encore chez UAE. C'est pas la plus grosse équipe, même s'il y a Eugenia Bujac, ça manque un petit peu de filles de qualité. Dans la voiture, il y aura quand même Rubens Bertogliati qui sait aussi courir
sur ce type de parcours quand il était chez les professionnels. Donc faudra se méfier de Mavi Garcia. Faudra se méfier également de Nevia Doma. Je pense pas qu'elle va se planter également souvent, Nevia Doma, cette saison. Alors certes, elle a complètement explosé sur le mur de 8. Mais je pense que c'était plutôt une journée où elle n'était pas au top chez Canyon. Il y a en plus Elie Chabet avec elle. Donc pour moi, il faudra faire attention à Nevia Doma. Le problème de Nevia Doma, c'est qu'elle ne sait pas gagner. C'est une fille qui est toujours placée, mais elle n'a pas la gagne en elle. Et ça, c'est un vrai problème. Souvent, elle fait des petites erreurs stratégiques qui lui coûtent la victoire. Et puis j'ai mis Santesteban, qui a fait 10e au haut du mur de 8, la concurrente de l'équipe Bike Exchange. Année Santesteban, 31 ans. J'ai l'impression qu'elle revient un petit peu à son meilleur niveau, parce qu'elle a eu une année 2021 pas simple en termes de résultats, l'Espagnol. Il y aura Amanda Spratt également dans cette équipe. C'est une équipe qui est un peu en difficulté, Bike Exchange. Mais Santesteban, pourquoi pas la fille la plus observée aussi. Ça peut être intéressant pour elle. On passe désormais au programme télé. Du côté du programme télé, eh bien, il y aura France 4 à partir de 11h40 pour la course féminine. 11h35 sur Eurosport 2. Et puis du côté de la course des garçons, ça sera à partir de 13h15 sur Eurosport 2. Et à partir de 15h15 sur France 3. Et je ne sais pas si du côté de JCN, il y aura un programme particulier. Est-ce que la course masculine sera disponible en intégralité ou est-ce que ça sera les mêmes horaires que sur Eurosport 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Encore merci pour tous les abonnés récents. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!